Bonjour à toutes et à tous. J'ai donc aujourd'hui le plaisir d'accueillir Emmanuel Olivier et Vincent Granata qui nous proposent deux conférences sur des sujets qui vont, comme vous allez pouvoir le constater, présentent des lignes de convergence. Emmanuel Olivier est ethnomusicologue, chercheuse au CNRS, plus précisément au Centre Georges Simmel de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, institution dans laquelle elle enseigne, ainsi qu'à l'Université des lettres et sciences humaines de Bamako au Mali. Spécialiste des musiques de l'Afrique de l'Ouest, elle s'intéresse en particulier à l'impact de la révolution numérique sur les pratiques et les médiations culturelles. Vincent Granata, que vous connaissez certainement, est chercheur postdoctorant au CREA et enseigne également à l'Université de Lorraine. Philosophe de formation, il est passé par l'École normale supérieure de Lyon. Il pratique à l'heure actuelle une recherche interdisciplinaire croisant les Popular Music Studies et la philosophie de la musique. Leurs deux conférences, respectivement intitulées L'enregistrement sonore et l'ethnomusicologie pour une nouvelle dialectique et Les nouveaux avatars du live sur Internet, se rejoignent en ce qu'elles interrogent l'une et l'autre la place et l'impact de l'enregistrement, qu'il soit audio ou vidéo, dans les pratiques artistiques, de création comme de performance. À travers différents exemples, ils développeront l'un et l'autre des réflexions qui relèvent de l'épistémologie musicologique, à la fois sur l'évolution des pratiques artistiques qu'induit l'enregistrement, mais aussi l'évolution de nos pratiques de recherche. Si l'enregistrement est un outil et un objet fondamental pour l'ethnomusicologue, Emmanuel Olivier nous montrera comment des perspectives se dessinent à l'heure actuelle pour sa discipline, qui passerait d'une ethnomusicologie des cultures enregistrées à une ethnomusicologie des cultures de l'enregistrement. Vincent Granata, quant à lui, s'intéresse plus particulièrement à l'incidence des évolutions récentes de l'enregistrement live, induites entre autres par la diffusion sur le web et ses répercussions sur les pratiques de performance. Il nous détaillera ces nouveaux et nombreux avatars du live sur le web. Je les remercie par avance. Et je laisse la parole donc à Emmanuel Olivier. Merci beaucoup, Anne-Sylvie. Merci, Alessandro, pour cette invitation. Merci, Vincent, de partager cette invitation avec moi. Je suis ravie d'être ici parmi vous dans une région que j'adore en plus de ça. Donc, c'est vraiment un plaisir à plein de raisons d'être ici aujourd'hui. Donc, je vais vous parler d'enregistrement sonore, comme Anne-Sylvie vient de l'indiquer. Enregistrement sonore qui est au centre des préoccupations de l'ethnomusicologie. Et je dois dire que s'il y a bien un point sur lequel s'accordent les ethnomusicologues, toutes tendances, écoles, époques confondues, c'est bien l'enregistrement dans le développement et la pratique de leur discipline. Donc tout le monde en fait reconnaît, tous les ethnomusicologues reconnaissent ce que leur discipline doit à l'enregistrement, qui fait véritablement figure de cadre de référence continue. Je vous ai mis un petit diapo sur un Béla Bartók, qui était évidemment un compositeur que vous connaissez tous, mais aussi un ethnomusicologue qui a beaucoup travaillé sur le folklore, comme c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, de son pays. Et qui écrit, je le dis sans hésiter, la science du folklore musical, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui l'ethnomusicologie, doit son développement actuel à Edison. Et de fait, la naissance de l'ethnomusicologie à la toute fin du 19e siècle suit de près à l'invention du phonographe par Charles Cros et Thomas Edison. Alors, l'une des spécificités dont la discipline se prévaut dès sa création, notamment pour garantir son autonomie par rapport à la musicologie, c'est d'étudier les musiques dites de tradition orale, qui sont synonymes alors de musique folklorique ou de musique primitive. La musique, cette forme immatérielle qui disparaît à mesure qu'elle se déploie dans le temps, doit donc être enregistrée au sens de capter, voire même de capturer, avant d'être fixée pour devenir reproductible et acquérir une véritable autonomie. Et ça va être là la condition nécessaire à sa constitution en objet d'étude scientifique.
Dès lors, enregistrer la musique va être la marque de fabrique de cette nouvelle discipline ethnomusicologique et va donc fonder la légitimité des chercheurs qui s'en réclament. Alors, je vais commencer par vous parler aujourd'hui du statut et du rôle de l'enregistrement dans l'histoire de l'ethnomusicologie, c'est-à-dire des rapports que les ethnomusicologues ont noués au fil du temps avec l'enregistrement, qui a été considéré à la fois comme outil et comme objet, voire même comme finalité de leur travail. Dans un deuxième temps, cette lecture du paradigme ethnomusicologique de l'enregistrement va me conduire à formuler un certain nombre de propositions, je dirais théoriques, pour passer d'une ethnomusicologie des cultures enregistrées à une ethnomusicologie des cultures dans l'enregistrement, c'est-à-dire déplacer l'objet principal d'investigation de l'ethnomusicologie des musiques à enregistrer soi-même en tant que chercheur sur le terrain vers des musiques qui sont déjà enregistrées localement et sur leur écosystème. Et au final, on verra quelles sont les conséquences de ce déplacement dans la pratique, dans les outils, dans les enjeux de cette discipline, mais aussi dans le positionnement et plus encore l'autorité que le chercheur a vis-à-vis de son objet. Alors, je vais aller très très vite hein, parce que je ne peux pas refaire une histoire de l'ethnomusicologie en une séance. Mais les premiers enregistrements qui, à mon sens, fondent véritablement la discipline ethnomusicologique, elles sont réalisées sur le terrain par quelqu'un qui s'appelle Gis Walter Fuchs en 1890 chez des Indiens, Zuni et Passamaquoddy du Maine au Canada. Enregistrements qui ont été ensuite transcrits et que vous voyez ici, voilà, par quelqu'un qui s'appelle Benjamin Ive Gilman en 1891 et qui ont été tout de suite archivés, euh, euh, aujourd'hui disponibles au sein de la Bibliothèque du Congrès en open edition, enfin, en accès libre si ça vous amuse d'aller regarder. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'usage ethnomusicologique de l'enregistrement est posé dès le début de la discipline. Et cet usage va perdurer au fond sans grand chargement jusqu'à aujourd'hui, même si, il faut dire les choses telles qu'elles sont, au début du XXe siècle, peu de chercheurs enregistrés sur le terrain. Cette pratique de l'enregistrement va être très très limitée, à la fois pour des questions de coût, de fragilité des supports et de durée d'enregistrement qui était alors très très courte. Mais quoi qu'il en soit, dès le début, l'enregistrement est conçu pour capter le son, pour le reproduire et en conserver la trace, et ainsi répondre à une triple préoccupation, documenter, analyser et archiver. C'est-à-dire que l'enregistrement est conçu comme un outil d'enquête pour construire un objet d'étude, c'est-à-dire pour constituer un corpus de pièces musicales. Et là, on va le voir à la fois dans les travaux qui relèvent d'une anthropologie de la musique et des travaux qui relèvent plus d'une ethnomusicologie au sens musicologique. L'enregistrement va permettre l'analyse de la musique, c'est-à-dire sa mise en texte, son décryptage, dans une perspective que j'appelle moi de musicologie des musiques ethniques. L'enregistrement va permettre d'archiver, c'est-à-dire de conserver des musiques qui sont et qui vont être longtemps considérées comme en voie de disparition. Et là, il y a tout un courant d'une ethnomusicologie d'urgence qui s'est mis en place à cet effet. Mais quel que soit l'objectif de l'enregistrement, la musique enregistrée va être conçue comme une reproduction fidèle d'un événement musical. Et c'est là, je dois dire, le gage essentiel de sa capacité à témoigner d'une culture. Les documents enregistrés sont dits objectifs, au fond, comme si le chercheur et la technique s'effaçaient devant une sorte de naturalité du son. Et ce discours d'objectivité, de réalisme, d'authenticité, alors le vocabulaire peut osciller d'un chercheur à l'autre, mais ce sont les trois termes qui reviennent le plus fréquemment.
Ce discours, il va perdurer quel que soit le contexte dans lequel les enregistrements sont effectués, les techniques employées ou les intervenants sollicités. Et il va même se muer en une position idéologique face aux enregistrements commerciaux et à ceux qui les effectuent, accusés non seulement de travestir la musique par leur usage et technologie de l'enregistrement et du studio, mais aussi d'en tirer profit au sein d'une économie marchande plus ou moins lucrative. Et de fait, cette recherche d'authenticité va être le fil conducteur de la plupart des collections d'enregistrement de musique traditionnelle. Je pense à Folkways, aux collections de l'UNESCO, au Cora Radio France, Musée de l'Homme, etc., etc. En même temps que les enregistrements ethnomusicologiques et leurs archives vont devenir un puissant outil de diplomatie internationale à travers l'UNESCO et son International Folk Music Council. Cette prérogative des ethnomusicologues sur l'opération d'enregistrer s'étend également au détriment des enregistrements amateurs, à qui il est reproché une documentation insuffisante et auxquels on demande de ne pas interférer avec les coutumes traditionnelles, une position qui est aujourd'hui qualifiée de technoprivilège. Alors, au début des années 80, l'anthropologie amorce un courant réflexif majeur sur la pratique du terrain et de son écriture, avec le mouvement que vous connaissez sans doute qui s'appelle Writing Culture et qui est emmené par James Clifford et George Marcus. Ce qui pousse aussi l'ethnomusicologie à commencer à s'interroger sur l'enregistrement comme mise en texte. Et Anthony Seeger, dans les années 80, va être le premier ethnomusicologue à entreprendre ce travail réflexif. Et je vous ai mis des petits extraits de ce qu'il écrit et que je traduis en français. Le collecteur devrait se considérer comme un producteur. Tous les enregistrements de terrain sont produits. Ce ne sont pas simplement des sons ou des événements objectifs et leur utilité dépend dans une large mesure de l'action du collecteur sur le processus d'enregistrement lui-même. Seeger affirme aussi qu'aucune, je le cite, qu'aucune archive ne préserve les sons. Ce qui est préservé, c'est l'interprétation des sons, celle qu'en font les individus qui enregistrent à l'aide de leur équipement. Alors, dans les années 90, un certain nombre, enfin quelques chercheurs s'intéressent au statut de l'enregistrement, mais il faut bien dire que il faut attendre le début des années 2000, lorsque l'ethnomusicologie s'ouvre sans détour à la globalisation, aux industries des musiques populaires, aux études postcoloniales. Il faut attendre donc le début des années 2000 pour qu'un nombre croissant de travaux interrogent de manière critique les procédures de représentation d'une culture musicale et les conditions de production donc, du savoir ethnomusicologique. Ces travaux récents opèrent un virage à 180 degrés en considérant pour une part le texte enregistré comme une illusion dont la fidélité et la transparence avec la réalité sonore du terrain ont été forcées. Alors, l'idée longtemps défendue en ethnomusicologie que les enregistrements sont des reproductions fidèles de la réalité relève en effet d'une double erreur. La première, c'est de confondre reproduction et représentation. Représentation située d'une performance sonore, de même qu'une photo est une représentation de la réalité visuelle et non une reproduction de cette réalité. L'enregistrement, en fait, renseigne au moins autant sur les conditions de sa production et sur la position du chercheur vis-à-vis de son objet que sur la musique elle-même. La seconde erreur est, à mon sens, elle consiste à considérer ce que dit Seeger au fond comme reproduction, ce qui relève de la production, c'est-à-dire dénier à la pratique ethnomusicologique de l'enregistrement sa dimension à la fois créative et son agentivité. L'autorité des ethnomusicologues sur l'enregistrement est également discutée et plus encore ce que j'ai appelé leur position de faiseurs de culture.
Les enregistrements effectués constituent le corpus qui permet aux chercheurs de définir une culture musicale, laquelle correspond ainsi à l'ensemble de ces enregistrements et eux seuls. Ce faisant, c'est à une opération de sélection, de classement, de hiérarchisation des musiques que beaucoup se sont prêtés pour délimiter leur corpus. Et j'aime bien citer Bourdieu qui parle de lutte des classements parce qu'effectivement, on est bien là dans une lutte des classements. Qu'est-ce qu'on va classer, qu'est-ce qu'on va hiérarchiser comme étant, comme relevant d'une culture musicale et comme étant représentatif de cette culture musicale. Cette opération, elle s'est faite grandement sous l'égide de l'UNESCO à travers une résolution concernant la préservation des musiques folkloriques en fonction des critères que je vous ai mis, l'oralité, hein, les musiques légitimes sont des musiques dites de tradition orale, sont des musiques qui sont considérées comme anciennes, c'est-à-dire transmises de génération en génération, sans qu'on puisse les dater, c'est-à-dire que des musiques qui sont finalement hors histoire, des musiques qui sont singulières, voire des musiques qui sont typiques, hein, qui ont une typicité, hein, qui s'opposent aux autres musiques, des musiques qui sont liées à un lieu et plus encore à des populations envisagées comme des ethnies, c'est-à-dire hors d'un contexte national. Et c'est des musiques qui sont dites pures, c'est-à-dire non touchées par d'autres types de musique occidentale, musique enregistrée par la radio, etc., etc. Donc, ce sont ces critères-là, en fait, qui ont fait qui ont été des critères opératoires pour dire aux ethnomusicologues ce qu'ils devaient enregistrer. Donc l'UNESCO, de ce point de vue-là, va contribuer durablement à la mise en place de modèles normatifs, hein, pour l'enregistrement des musiques dites traditionnelles, tandis que d'autres musiques, évidemment, étaient écartées des travaux ethnomusicologiques et considérées comme illégitimes. Et justement, parmi ces enregistrements écartés de l'ethnomusicologie, il y a ceux produits par les industries locales. Car l'idée prévalente pendant longtemps était que la participation de musique à une industrie culturelle et à un régime médiatique leur aurait fait perdre de leur authenticité, de leur traditionnalité, les rendant ainsi donc illégitimes. Et de ce point de vue, de la même manière que l'ethnomusicologie s'est distinguée de la musicologie en opposant les musiques de l'oralité aux musiques de l'écriture, l'enregistrement a constitué vraiment un point de fracture entre l'ethnomusicologie et la sociologie des musiques populaires qui ont eu deux histoires parallèles jusqu'à assez récemment. Donc, à l'exception de quelques travaux pionniers, les musiques enregistrées apparaissent seulement à partir des années 1990 dans la littérature ethnomusicologique. Pourtant, dès les années 20, des grandes compagnies de disques telles que Columbia International, Gramophone ou EMI ont mis sur le marché international des enregistrements de musique dite primitive. Dans de nombreux pays, les radios locales ont également enregistré ces musiques pour les diffuser sur leurs ondes. C'est ce qui s'est produit par exemple en Afrique pendant la période coloniale et plus encore au moment des indépendances. Les musiques enregistrées et diffusées localement sur disques vinyles, je vous ai mis trois exemples issus du Mali où j'ai beaucoup travaillé, ont tout autant participé de la construction des identités collectives et de la transformation des goûts musicaux. Destinés à un public local, parfois connecté à l'industrie internationale ou faisant l'objet de circulations transnationales, ces enregistrements se sont multipliés à mesure que les technologies de production et de reproduction de la musique se développaient dans les pays dits du Sud. Et de ce point de vue-là, la cassette analogique a été un formidable accélérateur car elle était peu coûteuse et facilement reproductible, ce qui a permis de faire émerger de véritables industries de la musique dans de nombreuses régions du monde à partir des années 70. Et là, je vous ai mis aussi un exemple de cassette malienne où sur quoi j'ai travaillé pendant un moment.
et avec des artistes que vous connaissez comme Amadou et Mariam qui ont été enregistrés à Bamako ou à Abidjan dans les années 70-80 ou Sangaré, la même chose, des enregistrements à Abidjan et à Bamako dans les premiers studios d'enregistrement et puis d'autres artistes qui sont moins connus comme Noum Dembélé par exemple. Ce qui fait pas à Bamako, on a eu voilà, une première industrie de la musique avec des studios, des sociétés de reproduction de cassettes, et puis après la vente avec des systèmes de copie plus ou moins qui rentraient plus ou moins, plutôt moins que plus d'ailleurs dans ce que nous on appelle le système des droits d'auteur, mais qui ont permis en tout cas une diffusion de la musique et un développement de l'enregistrement localement. Alors, on pourrait multiplier à l'envi les exemples de ces pratiques d'enregistrement local hein, qui existaient, voilà, qui ont existé très tôt sur le terrain et certainement que les ethnomusicologues, que les chercheurs n'ont pas manqué d'observer lors de leur séjour sur le terrain. Mais il faut attendre, comme je le disais, les années 90 hein, pour que l'ethnomusicologie s'empare de ces objets-là et considère l'enregistrement comme une pratique culturelle à ethnographier et à questionner. Je vous ai mis deux ouvrages qui, à mon sens, sont essentiels dans ce mouvement d'ouverture de l'ethnomusicologie aux musiques enregistrées. Le premier qui s'appelle Cassette Culture, Popular Music and Technology in Northern India de Peter Manuel, hein, qui travaille donc sur les industries de la musique enregistrée en Inde, et Sound of Africa, Making Music Zulu in a South African Studio de Luis Manges, qui est la première, je pense, ethnomusicologue à avoir vraiment travaillé dans les studios d'enregistrement et avoir fait une ethnographie très, très, très profonde, subtile du travail de studio et de ses enjeux anthropologiques dans une Afrique du Sud apartheid et post-apartheid. Donc cette ouverture aux pratiques d'enregistrement local s'accompagne d'une prise de conscience en fait que les ethnomusicologues, que les chercheurs hein, ne sont pas les seuls à utiliser les technologies de l'enregistrement. Ici et là, donc sur les différents terrains, leurs interlocuteurs se sont appropriés ces techniques pour les mettre au service de leur propre économie créative. Désormais, des musiciens avec qui on travaille produisent leurs propres albums, sont propriétaires de studios, écoutent de la musique sur différents supports, les radiocassettes, mais aujourd'hui les téléphones portables, les smartphones. Et ces premiers travaux donc sur les musiques enregistrées vont ainsi ouvrir la voie à un nouveau courant de l'ethnomusicologie qui fait sauter un certain nombre de clivages sur lesquels la discipline s'est construite, comme la différence entre musique écrite, musique orale, musique acoustique, musique électronique, musique rurale, musique urbaine, musique artisanale, musique industrielle, etc. Et faisant entrer finalement la discipline dans la contemporanéité des musiques du Sud. Mais en fait, c'est la conjonction au début des années 2000 entre le développement du numérique sur la plupart des terrains d'enquête et l'émergence des sound studies dans le champ des sciences sociales qui parachève hein, ce recording term, ce que moi je l'appelle un recording term, et qui va susciter un nombre croissant de travaux, surtout dans le monde anglophone, portés par une nouvelle génération de chercheurs. Alors, à l'écoute du terrain, et je vous ai mis là des photos de studios d'enregistrement où j'ai travaillé à Bamako. L'objectif de l'ethnomusicologue reste au fond le même. Il s'agit toujours d'analyser la musique à partir de sa dimension performative. Et ça, c'est un fondement aussi de l'ethnomusicologie qui, au fond, ne varie pas malgré les objets qui peuvent évoluer. Mais cet objet musique, il va se déplacer largement dans les studios d'enregistrement qui se sont multipliés depuis l'accès à un matériel audio numérique mobile et peu coûteux qui correspond aussi à l'arrivée de la technologie 3G sur de nombreux terrains des pays du Sud. En Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, où je travaillais depuis le début des années 2000,
La plupart des musiciens se rendent directement dans des studios numériques pour composer, enregistrer leur musique et façonner un son. C'est que la musique au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina et dans bien d'autres pays, s'inscrit dans un régime médiatique au sein duquel le public accède aux nouveaux morceaux bien moins à l'occasion de performances inscrites dans des situations sociales que par des enregistrements audio et des vidéoclips via les réseaux sociaux, les plateformes de streaming, la radio ou la télévision. Et c'est la musique enregistrée et clippée qui donne une visibilité nécessaire aux musiciens pour pouvoir ensuite se produire à l'occasion de concerts, de fêtes privées, de cérémonies religieuses et gagner ainsi leur vie. Euh, Là, je vous ai mis voilà, des photos de studios où j'ai pu travailler à Bamako, qui sont des studios que nous, on appellerait des home studios, mais qui sont avant tout des studios commerciaux, c'est-à-dire avec des gens qui vivent de leur activité du studio enfin, en tant que professionnels du studio. Voilà. Donc, considérer le studio d'enregistrement comme le centre nerveux de la création musicale, hein, pour reprendre une expression de Luis Menges, a un certain nombre de conséquences sur la pratique et les outils de l'ethnomusicologie. Tout d'abord, c'est envisager l'enregistrement non plus seulement comme reproduction et fixation de la performance, mais aussi comme production et plus encore comme production de la performance, c'est-à-dire comme une série d'actions et d'interactions, répétition, composition, enregistrement, édition, mixage, mastering, en train de se faire avec leur part d'imprévisibilité. La dimension performative de la musique intègre ainsi pleinement le travail du studio, qui constitue dès lors une situation sociale à part entière et donc l'objet d'une ethnographie. Sur le plan de la pratique de la discipline, et plus particulièrement l'enquête de terrain, le studio redéfinit le rôle et les statuts des différents protagonistes de la création musicale. Il fait émerger des nouvelles figures et des professions qui ont longtemps qui sont restées longtemps à l'écart des travaux ethnomusicologiques, hein. Je pense aux professions de beatmaker, d'arrangeur, d'ingénieur du son, de producteur ou de designer. Alors ça, ce sont des terminologies qu'on trouve sur le terrain en français, en anglais, et évidemment, il y a des terminologies locales, en langue locale, auxquelles on est très attentif. Et ce sont eux ou elles, mais c'est plutôt des hommes en réalité, en tout cas en Afrique de l'Ouest, qui composent les parties instrumentales des chants, qui contribuent souvent aux paroles et à la voix, et qui façonnent le son par leur travail d'arrangement et de mixage. S'intéresser à ces figures-là permet par la même occasion d'invalider l'idée culturellement située du compositeur comme créateur omnipotent, ou à l'inverse, celle de musique traditionnelle comme seul produit d'une création collective. Il s'agit bien plus d'un travail collaboratif, une création distribuée qui mobilise les musiciens et les professionnels du studio, mais qui peut faire aussi intervenir plus ponctuellement d'autres individus qui passent, voilà, comme les producteurs, les managers ou de simples visiteurs qui voilà, mettent leur grain de sel dans cette production de musique. Et assister à tout ça permet également de sortir de l'idée du studio fétiche, d'un lieu mystérieux, d'un lieu où il est difficile d'entrer, en montrant au contraire que c'est un lieu, en tout cas en Afrique de l'Ouest, où les gens viennent et prennent leur part, voilà, dans cette activité de production musicale. Dès lors, le travail de l'ethnomusicologue va consister à décrire et analyser ce qui se passe au studio, le travail de ces professionnels et de leur interaction avec d'autres protagonistes pendant toutes les étapes de la production, en étant attentif justement aux relations qui les lient entre eux, relations de coopération, de connivence, d'autorité, de pouvoir, ou tout ça à la fois à des moments différents. En amont du studio, l'enquête va porter aussi sur les conditions d'émergence et de développement de ces métiers qui s'inscrivent au sein de socio-histoires des technologies différentes d'un pays à l'autre.
Lorsque les structures de formation au métier du son sont rares, voire inexistantes, comme c'est le cas dans de nombreux pays du Sud, on se demande quelles sont les modalités de transfert de ces savoirs audio numériques globalisés, quelles sont les modalités de leur appropriation locale, de leur capitalisation et de leur transmission. Comprendre, voilà, se poser la question comment se constituent des communautés d'apprentissage, comment des réseaux professionnels se mettent en place, sur quel modèle ils s'appuient pour faire émerger des cultures locales de l'enregistrement. Le studio modifie également l'organologie. Les instruments live, qu'ils soient acoustiques ou électrifiés, n'ont bien évidemment pas disparu, mais en Afrique de l'Ouest, c'est la musique électronique qui domine aujourd'hui dans les studios d'enregistrement. Ce qui conduit à considérer la station audio numérique sur laquelle travaillent arrangeurs et ingénieurs du son comme un instrument musical à part entière et à appréhender les relations homme-machine en termes de gestes musicaux, de techniques du corps. Et étudier également la combinaison entre instruments live et instruments virtuels, puisqu'il y a souvent combinaison des deux types d'instruments. Sur le plan des répertoires ou des genres ou des styles, les musiques électroniques comme le rap, le reggae, leurs multiples réappropriations locales, on le voit bien, sont fabriquées dans et par le studio numérique. Mais il y a également des genres plus anciens, comme les musiques griotiques, qui sont également réimaginées par le numérique et qui font l'objet d'une forte identification par le public. Donc, c'est voilà, cette interrogation sur ces genres qui sont créés par et pour le studio, ces genres plus anciens qui sont réimaginés, comment fonctionne tout ça en termes de fabrique de musique. Dans ce nouveau contexte, les paramètres de l'analyse musicale s'élargissent au son, hein, en intégrant l'analyse des effets audio numériques. L'agencement, les réglages de ces effets peuvent être appréhendés comme autant de manières de faire qui sont partagées ou individuelles. L'analyse de ces effets conduit aussi la question de la signature sonore, c'est-à-dire comment le son produit par ces effets en tant que propriété esthétique de la musique participe de la construction des identités culturelles, des identités religieuses, genrées ou encore générationnelles. Comment ce son porte des imaginaires ou renvoie à des normes de comportement, comment des individus et des groupes s'y reconnaissent et s'en réclament. Et il s'agit là d'une économie morale et politique du son qui façonne le goût local de la musique, mais dont on peut aussi interroger les limites et les contraintes, notamment en termes d'accès au marché international. Alors, vous l'aurez compris, ce recording turn est aussi un sonic turn, car en s'intéressant au son comme l'un des paramètres de la musique, euh, l'ethnomusicologie, sans se diluer pour autant dans les sound studies, va complexifier son champ d'analyse et mettre en œuvre une nouvelle interdisciplinarité avec les recherches en ingénierie sonore. Alors, si quelques travaux intègrent déjà cette dimension, notamment ceux de Elliot Bates ou Hans Bernhard ou d'autres, il reste encore à lever un verrou scientifique pour appréhender une œuvre comme point d'articulation entre composition musicale et composition sonore. Ici, les sciences de l'ingénierie sonore apportent des outils d'analyse quant au son et ses manipulations techniques, là où l'ethnomusicologie va permettre d'identifier les usages locaux et les représentations de ces outils globalisés, donc à partir des différents terrains d'investigation. Et ce travail me semble d'autant plus important que la très grande majorité des travaux sur le son restent effectués à partir des pays du Nord, sur le Nord, malgré quelques études visant à les recartographier. Mais l'enjeu pour moi est de réviser les pratiques scientifiques de ces deux disciplines, ethnomusicologie d'un côté, ingénierie sonore de l'autre, en les ouvrant l'une à l'autre, de sorte à mettre en place un cadre conceptuel pérenne pour l'étude des musiques enregistrées. Alors sur un plan méthodologique, cette interdisciplinarité, elle consiste à élaborer de nouveaux outils
pour pouvoir décrire et analyser le travail du studio d'enregistrement, c'est-à-dire la chaîne chronologique d'action et d'interaction entre les différents protagonistes, ainsi que les actions propres sur la station audio numérique. Et pour ce faire, ces outils, en tout cas ceux que j'ai utilisés avec ma collègue Amandine Prat, qui est ingénieure du son et chercheur en ingénierie sonore, maître de conférence à l'Université de York, avec qui je travaille sur le terrain depuis 2018 dans les studios d'enregistrement. Ces outils, ils ont couplé enregistrement audio et vidéo aux captures d'écran d'ordinateur des sessions complètes de studio synchronisées ensemble. Alors, pour dire autrement, nous avons assisté à un très grand nombre de sessions complètes d'enregistrement, c'est-à-dire du tout début de la session à la toute fin, hein, en continu, en filmant en continu ces sessions avec deux caméras. Une caméra qui était une caméra mobile et que je tenais moi-même pour identifier ce qui se passe dans le studio, c'est-à-dire les interactions entre les différents protagonistes de la production musicale, donc tout le côté ethnographique, hein, de ce qui se passe. Et puis ma collègue Amandine Prat vient filmer ce qui se passe sur l'écran de l'ordinateur pour comprendre bien, les actions que fait l'arrangeur qui, au Mali et très souvent en Afrique de l'Ouest, joue le rôle d'arrangeur et d'ingénieur du son. C'est souvent une seule et même personne qui fait l'ensemble du travail et qui interagit avec très souvent une autre personne qui est l'artiste, chanteur ou rappeur, ou éventuellement avec des instrumentistes quand il y a des joueurs de djembé, par exemple, ou d'autres instruments, de kora ou autres, tout type d'instruments possibles, de guitare, guitare électrique, etc., basse, etc., etc. Donc, on a filmé à deux caméras et en même temps, il y avait une prise de son pour avoir un son de qualité très, très fine, hein, pour comprendre un petit peu quel est le résultat sonore obtenu, recherché et obtenu. Et tout ça a été synchronisé, voilà, de sorte à pouvoir décrire pas à pas toute la chronologie de ce processus de production musicale et de production du son. Et ces captures finalement de sessions d'enregistrement ont servi à leur tour de base à des enquêtes ethnographiques, puisque j'ai visionné des extraits, de longs extraits de ces enregistrements vidéo auprès à la fois des artistes et des arrangeurs ingénieurs du son pour poser des questions et comprendre ce qui se passait et faire verbaliser en fait ce qui se passait dans un vocabulaire évidemment en langue locale, traduit ensuite en français. Donc c'est un gros travail ethnographique et de décryptage en fait de ce qui se passe, mais c'est la condition nécessaire à une bonne description et une bonne analyse d'un processus de production musicale et de sa compréhension par les acteurs du terrain. Donc, ce que je vous propose, si on a encore un peu de temps, c'est d'entrer, pour terminer dans le vif du sujet, au fond, c'est-à-dire dans le processus créatif d'un morceau qui s'appelle le Moussoya, qui veut dire la condition féminine, et qui a été produit qu'on a enregistré en juillet 2018 à Bamako, qui est produit par deux personnes, un chanteur qui s'appelle Général Balodi, c'est son nom de scène, et un arrangeur ingénieur du son dont le nom de scène est Ken Lagaré, et qui vont produire lors de deux journées ce morceau qu'on a enregistré dans son intégralité. Voilà. Il s'agit d'un morceau qui rentre dans un genre qui s'appelle le reggae religieux mandingue, hein. Vous voyez, c'est un genre qu'on pourrait qualifier ici de fusion, hein, puisque c'est à la fois du reggae et puis de la musique mandingue et du zikiri, qui est une pop musique religieuse très à la mode
en Afrique de l'Ouest, et Général Baloudi, qui est ce que j'ai appelé une star de proximité, c'est-à-dire une star au Mali, mais qui est absolument inconnue ici, ou hors du Mali, et peut-être Burkina Faso un petit peu et Côte d'Ivoire un petit peu, mais qui a une forte personnalité, un gros public sur place. Voilà, on enregistre. Donc, je vous propose de voir les différentes étapes de la production musicale, les sessions d'improvisation, puisque en général, un artiste arrive dans un studio d'enregistrement, soit avec une idée un petit peu d'une mélodie qu'il a fredonnée, voilà, sur laquelle il a une petite idée, soit il a des paroles, soit il a rien du tout. En fait, il arrive comme ça, et finalement, c'est dans cette situation du studio, qu'il va créer euh, voilà, sur le moment, ce morceau-là, avec l'aide évidemment de cet arrangeur qui est aussi ingénieur du son. Et c'est ce que fait généralement Général Balodi, voilà, avec un charisme, et vous allez le voir, et une présence incroyable. Donc ensuite, la deuxième étape va être la superposition des instruments MIDI pour créer une base instrumentale. Et ça va être ce travail en interaction entre les deux personnes. L'enregistrement et le montage des voix pour construire la structure du chant. Et puis le mixage. Et là, on a beaucoup travaillé sur la réalité locale de l'action de mixer, qui ne correspond pas à ce que dans un studio, disons, occidental, pour aller très très vite, et en caricaturant un peu, mais c'est à peu près ça. Le mixage ici ne correspond pas au mixage tel qu'il est pratiqué à Bamako, où il s'agit plutôt de réarranger et de remonter la musique, plutôt que de travailler sur les effets audio numériques proprement dit. Donc là aussi, c'est un travail de mixage tout à fait intéressant, puisque c'est une resémantisation de la catégorie occidentale de mixage, en fonction aussi de, de, à la fois des pratiques créatives locales, et aussi de la formation en métier du son qui est pratiquée sur place. Donc, voilà, je vous propose. Donc là, Balodi, qui est en rouge, arrive au studio, hein, et Ken, qui est là, commence à improviser un petit peu sur son clavier, teste des petites choses ensemble. Vous entendez ça? Et Balodi a en tête quelque chose, voilà, sur la condition féminine, un petit peu parce que Amandine et moi, nous étions sur place, et qu'il voulait rendre hommage aux femmes en studio. Donc, il va se servir en fait d'actualité, voilà, les paroles sont improvisées, hein, et puis ensuite fixées au fur et à mesure. Et
l'épouse de Ken sur place, rigolote. Vous allez voir qu'elle va prendre part aussi. Elle est un peu là elle est chez elle, hein, mais pas prévue à la session d'enregistrement et elle va prendre part aussi à cette. Vous voyez aussi qu'elle enregistre elle-même. Vous fixez aussi les choses. Il faut mettre sur son Instagram, sur TikTok, éventuellement. Parce que si on parle d'enregistrement, c'est la manière dont sur place les musiciens s'enregistrent. Mais l'enregistrement, il faut enregistrer la part du public. Et souvent, c'est sur les réseaux sociaux, partager. L'explication est en anglais aussi. Ce travail a évidemment rentré dans des studios qui sont relativement ouverts au Mali. Il a nécessité malgré tout une ethnographie de ma part avant que je travaille avec Amandine Prat, ma collègue, depuis 2014. Donc de 2014 à 2018, tous les ans, chaque fois que j'allais au Mali, j'allais dans ces studios et j'ai constitué, ben voilà, j'ai noué des relations avec les professionnels du studio qui ont fait que j'ai été acceptée petit à petit dans ces studios d'enregistrement et qu'on a pu évidemment filmer assez facilement finalement en 2018 toutes ces sessions d'enregistrement, ce qui n'aurait pas été possible évidemment si j'avais débuté mon ethnographie en 2018. Hein. Je tiens à le préciser, on ne met pas une caméra comme ça, on ne débarque pas dans un studio, en tout cas, ce n'est pas ma manière de travailler. J'ai mis plus de 4 ans. Hein. Oui, j'ai commencé véritablement en 2014, mais il y a certains studios, j'ai commencé en 2011. Donc voilà, c'est un travail au long cours, hein, ce travail-là, mais c'est un travail qui est tout à fait faisable. Donc ensuite, superposition des instruments MIDI. Et là, Fatoumata va... Et elle tient beaucoup à ajouter des paroles assez féministes, si vous voulez, dans le chant, alors que Balodi est plutôt conservateur dans ses paroles. Voilà, ces sessions, c'est aussi une tranche de vie. Et toute l'ethnographie a consisté aussi à comprendre comment elle s'insère dans une vie de famille, parce que le studio est dans une maison d'habitation, et comment tout ça participe aussi de ces ressources qui arrivent et qui sont utilisées sur le jeu. Le refrain se construit à la fois dans la voix et dans l'accompagnement dans l'instrumental. Ken va ajouter des instruments, il va casser des instruments, il va en enlever, voilà, pour arriver à quelque chose qui est satisfaisant. Voilà. Vous voyez la porte ouverte en fait sur la rue avec des enfants qui sont en méditer aussi. Balodi se filme lui-même. Donc, les gens sont tout le temps en train de s'enregistrer. En fait. Il va s'en servir aussi beaucoup pour valider ou pas cette section et le résultat. Donc, il va mettre les enregistrements dans sa voiture, il va les passer sur son WhatsApp. WhatsApp est utilisé. Et il va valider ou pas la session et apporter des améliorations d'une fois sur l'autre grâce aux enregistrements qu'il fait sur son téléphone portable.
Donc évidemment, non seulement l'analyse est sur ce qui se passe pendant la session d'enregistrement, mais ce qui se passe aussi au niveau de la téléphonie mobile. C'est-à-dire, très souvent, je demande à mes interlocuteurs de de me transférer ce qu'ils ont enregistré sur WhatsApp, qui sert aussi de base de discussion pour une enquête ethnographique. Parce que c'est important la manière de choix, qu'est-ce qu'ils enregistrent, qu'est-ce qu'ils n'enregistrent pas, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils en disent, qu'est-ce qu'ils en font, est-ce qu'ils conservent pour faire des banques de données sonores ou est-ce qu'ils suppriment, pour quelles raisons ils suppriment aussi. Pendant longtemps, ça a été parce que les mémoires n'étaient pas suffisamment, n'étaient pas suffisamment importantes pour qu'ils conservent tout. Et ce qui pose aussi des questions intéressantes sur la téléphonie mobile en Afrique de l'Ouest et la manière dont on l'utilise. Et ça, j'en parlais tout à l'heure avec Alessandro, c'était le sujet d'une autre, le travail que j'ai fait sur l'usage de la téléphonie mobile. Le travail d'enregistrement, de réenregistrement qui se fait en temps réel. On va peut-être avancer et passer à l'étape suivante. Hop. Ah, il veut plus. Ah oui, désolé. C'est parce que je voulais vous montrer des choses, mais je n'aurai pas le temps. Et puis, voilà. La suite. Évidemment, il y a tout un travail sur l'équipement audio qui est utilisé, et notamment un travail sur l'accès à l'équipement dans des pays où il n'y a pas forcément de magasins spécialisés, où les grandes marques d'audio ne sont pas présentes, où les droits de douane aussi sont extrêmement chers. Donc, il y a toute une économie, si vous voulez, de l'accès, de la débrouille, ce que j'ai appelé un art de la contingence. Et voilà, on fait avec ce qu'on a. Mais on fait avec ce qu'on a aussi au niveau du savoir et de la transmission du savoir. Donc, il y a qui pose des questions effectivement de limites d'accès, notamment au marché international, parce que les standards audio ne sont pas nécessairement les mêmes. Enfin, les standards audio locaux ne correspondent pas aux standards audio internationaux. Et tout ça, ça fait partie de l'enquête. Donc, enregistrement de plusieurs couches de voix, jusqu'à 7 couches de voix par la même personne en re-recording. Elodie qui s'écoute beaucoup, qui va écrire ses paroles au fur et à mesure. Et l'enregistrement du premier couplet. Une fois que le refrain est enregistré. Dans une petite cabine. Il arrive très souvent que les studios n'aient même pas de cabine, que l'enregistrement se fasse juste à côté de l'arrangeur ingénieur, à côté de l'ordinateur, de la station. Je passe parce que le temps passe. Et pour arriver à la dernière étape, qui est celle du mixage, qui est l'étape la plus longue, qui a duré plus de 2 heures en fait pour mixer. Et comme je le disais, au Mali, le mixage, c'est plutôt un réarrangement. Donc, avec un travail de suppression, de collage qui se fait au fur et à mesure pour équilibrer la voix par rapport à l'instrumental, plus qu'un travail sur les effets audio proprement dit. Et là, c'est
une sculpture du son, si vous voulez, par le matériau musical et pas par le matériau audio. Et là, c'est vraiment c'est tout à fait intéressant d'un point de vue anthropologique, évidemment, parce que c'est une autre technique de mixage qui n'a pas grand-chose à voir avec celle qu'on peut observer dans des studios ici en France ou en Angleterre, aux États-Unis. Voilà, donc c'est tout ce filmage en fait, hein, qui permet de décrire pas à pas et de voir comment l'arrangeur, ingénieur du son, s'y prend pour trouver un équilibre qui peut être différent d'ailleurs en fonction des genres musicaux, euh, d'un pays à un autre, hein, parce que on a fait le même travail à Abidjan avec Amandine Prat et on arrive à un autre équilibre des voix. Et à Abidjan, on nous a dit qu'il y a un style nigérian, donc du Nigeria, qui est encore différent. Donc il y a à la fois des styles nationaux, des styles en fonction des genres de musique, et puis des styles propres, évidemment, à tel ou tel arrangeur. Et tel ou tel, enfin, les arrangeurs cultivent d'ailleurs une singularité qui est leur marque de fabrique et qui permet d'attirer des artistes vers eux, justement pour diversifier leur expérience d'enregistrement. Donc, c'est tout ce travail auquel on est arrivé. Et je vous passe, si j'arrive, un petit extrait du morceau final. Je n'arrive pas final très vite. Ai musoya di money, musoya di money. Ai musoya di money, musoya di money, musoya di money. Dimolo La yoro voix la muso, de l'épouse. guardo yoro la muso. Voilà, petit extrait. Alors, en conclusion, très très vite, parce que je crois que j'ai été un peu bavarde, étudier les musiques enregistrées localement en faisant du studio le lieu central de l'enquête modifie radicalement la position de l'ethnomusicologue vis-à-vis de son objet d'étude, hein. L'enregistrement n'est plus un outil que le chercheur utilise pour fixer la musique dans le but de la constituer en objet scientifique. Ce sont les pratiques locales d'enregistrement et leur écosystème, autrement dit les cultures de l'enregistrement, qui deviennent l'objet même de son investigation. Il s'agit là d'une rupture, et je pense d'une rupture épistémologique pour l'ethnomusicologie, qui s'est construite et légitimée avec et par l'enregistrement sonore, jusqu'à développer une sorte de fétichisation, hein, pour les objets qu'elle a ainsi fabriqués. Donc ce passage d'une ethnomusicologie des cultures enregistrées à une ethnomusicologie des cultures de l'enregistrement répond avant tout aux réalités de nos terrains d'enquête et aux dynamiques du changement social. Les technologies de l'enregistrement sont désormais partagées. Elles relèvent de la contemporanéité au sens d'une cotemporalité des sociétés du Nord et du Sud. Et plus encore, nous en observons les usages innovants sur nos différents terrains, même si la question de l'accès, comme je le disais, se pose, qui oriente, voire qui contraint les pratiques et les capacités d'action. Mais ces pratiques d'enregistrement révèlent comment les individus et les groupes sociaux se représentent et se donnent à entendre. Dans tous les cas, ces individus et ces groupes produisent de l'identité, du lieu, du lien et de la notoriété pour eux-mêmes, en exerçant un choix et souvent même un contrôle sur la manière dont ils sont représentés, ce qui n'empêche pas évidemment les relations de pouvoir de s'exercer, notamment celles qui sont exercées par l'industrie internationale de la musique, les GAFAM et les opérateurs téléphoniques internationaux aujourd'hui. Alors, dans ce contexte, je me suis posé la question de savoir si les ethnomusicologues peuvent continuer à enregistrer en maintenant leur autorité de faiseurs de culture musicale. Cette position me semble aujourd'hui difficilement tenable. Mais à l'inverse, est-ce qu'une ethnomusicologie sans enregistrement est souhaitable? Certains ont déjà plaidé dans ce sens face à des individus et des groupes sociaux qui refusaient l'enregistrement pour des motifs religieux, par exemple. Mais le contexte que je viens de décrire est tout autre. Plus récemment, un certain nombre de chercheurs ont montré que l'on peut faire un usage différent de l'enregistrement en le concevant dans le cadre d'une ethnomusicologie impliquée.
Ce sont toujours les ethnomusicologues qui enregistrent et qui analysent ensuite les musiques, mais la demande émane des musiciens eux-mêmes ou bien d'institutions culturelles locales et la direction artistique leur revient. Et ces productions, me semble-t-il, montrent une manière d'envisager la réalisation d'albums plus en phase avec les besoins des musiciens, mais aussi en rupture avec l'autorité que les ethnomusicologues ont longtemps exercée vis-à-vis de l'enregistrement. Il ne s'agit pas là de produire des savoirs utiles aux acteurs, au risque de vouloir plaire, mais de préserver l'autonomie scientifique d'une discipline en la fondant sur un nouveau contrat passé avec les interlocuteurs. Merci beaucoup.